bienvenue sur la chaîne Entertainment Animé. Ici, nous plongeons dans les aventures épiques et inoubliables de l'univers de One Piece, où Monkey D. Luffy et l'équipage du chapeau de paille naviguent à contre-courant pour réaliser leur rêve, devenir le roi des pirates. Alors, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des dernières mises à jour concernant l'univers de One Piece. Cette fois, l'histoire se concentre sur Robin et Chopper, qui se trouvent dans la bibliothèque du hibou, un lieu mystérieux rempli de livres anciens et d'artefacts historiques. Là-bas, Saul raconte à Robin l'histoire profonde du monde, révélant un fait surprenant, le monde de One Piece a subi 2 grandes destructions et se trouve maintenant dans sa 3e ère. Saul explique que le premier monde était habité par des créatures anciennes de grande taille, comme les dinosaures qui subsistent probablement encore sur l'île de Little Garden. Ce monde s'est effondré, il y a des milliers d'années, lors d'une guerre dévastatrice, impliquant une figure appelée Nika, plus tard connu sous le nom de dieu du soleil. En plus de Nika, il y avait aussi d'autres figures qui sont finalement devenues des dieux de cette époque. Cependant, Saul souligne que l'ennemi de Nika à cette époque était une figure mystérieuse qui n'est pas clairement documentée dans l'histoire. Cette guerre fut si destructrice que toute la civilisation du premier monde fut anéantie sans laisser de traces. Après la destruction du premier monde, Saul poursuit en racontant qu'une 2e civilisation est apparue, dominée par un ancien royaume très avancé. Cependant, ce 2e monde a également connu une destruction due à une grande guerre opposant l'ancien royaume à une alliance de 20 royaumes qui ont ensuite formé le gouvernement mondial. Dans cette grande guerre, Joy Boy, supposé être le porteur du pouvoir de Nika à cette époque, a également joué un rôle majeur. Ce conflit a non seulement marqué la fin de l'âge d'or de l'ancien royaume, mais a aussi entraîné la destruction totale du 2e monde. Saul expliqua que la 3e civilisation mondiale actuelle avait commencé après la destruction de la 2e. Cependant, il avertit Robin qu'avec Luffy comme porteur du pouvoir de Nika, il y avait des signes que le monde de la 3e civilisation se dirigeait également vers sa fin. Robin demanda, alors d'un ton sérieux, la présence de Luffy en tant que porteur du pouvoir de Nika signifie-t-elle que le 3e monde va bientôt prendre fin? Saul acquiesça avec une expression sombre. Très probablement, une grande guerre va éclater, une guerre qui causera des destructions massives dans le monde. Cette fois, l'ennemi de Nika est clair, c'est le gouvernement mondial. Ils possèdent une connaissance approfondie de la véritable histoire et ont certainement pris conscience du potentiel du pouvoir de Nika à transformer le monde. Robin et Chopper restèrent silencieux, réfléchissant à ce qu'ils venaient d'entendre. Robin réfléchissait intensément, tentant de relier l'histoire de Saul au poneglyphe qu'elle avait déjà lu. Pendant ce temps, Chopper regardait Saul avec une expression inquiète. « Alors que pouvons-nous faire pour empêcher la destruction du 3e monde ?» demanda Chopper. Saul esquissa un léger sourire et répondit « Vous êtes déjà aux côtés de Luffy, qui représente le dernier espoir de ce monde. Et souvenez-vous, l'histoire se répète. Et cette fois, votre combat déterminera si le 3e monde prendra fin ou non. » Histoire continue avec Saul qui donne des directives importantes à Robin et Chopper sur ce que l'équipage du chapeau de paille doit faire pour se préparer à la grande guerre à venir. Saul souligne que le gouvernement mondial a certainement mobilisé toutes ses forces et qu'en conséquence, l'équipage du chapeau de paille doit également se préparer de manière optimale. Saul explique que Luffy doit pleinement comprendre l'histoire de Nika et son véritable pouvoir. Connaître l'histoire de Nika et explorer le potentiel ultime de ce pouvoir sera crucial pour permettre à Luffy de progresser davantage. Pour cela, Saul recommande à Robin de lire le livre de Hal, un ancien texte qui raconte en détail l'histoire de Nika. Une fois le contenu du livre assimilé, Robin devra expliquer tout cela à Luffy afin qu'il puisse maîtriser pleinement ses capacités. Saul insiste sur le fait que bien que Luffy soit un utilisateur extrêmement puissant du pouvoir de Nika, il ne pourra pas vaincre le gouvernement mondial seul. L'équipage du chapeau de paille devra former une alliance plus large et plus solide. Saul mentionne que l'armée révolutionnaire est le partenaire le plus prometteur, car elle partage l'objectif de renverser le gouvernement mondial. Robin souligne qu'elle entretient de bonnes relations avec les dirigeants de l'armée révolutionnaire, comme Dragon et Sabo. Le fait que Dragon soit le père de Luffy et que Sabo soit son frère adoptif renforce encore la possibilité d'une telle alliance. En plus de l'armée révolutionnaire, Saul suggère que Luffy et son équipage cherchent à s'allier avec tous les géants d'Elbaf. Bien que Luffy ait déjà établi des liens avec les nouveaux pirates guerriers géants, cela reste insuffisant. Saul promet d'aider à convaincre les géants de soutenir Luffy dans la guerre contre le gouvernement mondial. Saul rappelle que l'avenir du monde dépendra de celui qui réussira à trouver le trésor légendaire, le One Piece. Actuellement, les autres Yonko deviennent de plus en plus sérieux dans leur quête de ce trésor, ce qui signifie que Luffy ne doit pas perdre face à eux. Cependant, Robin révèle qu'ils ne savent toujours pas où se trouve le dernier Road Poneglyph. Saul partage alors une information cruciale au sujet d'un homme mystérieux portant une cicatrice, qui serait supposément en possession du dernier Road Poneglyph. Bien que Saul ignore où cet homme pourrait se trouver, il transmet toutes les histoires qu'il a entendues à son sujet. Ces informations pourraient s'avérer être des indices essentiels pour l'équipage du chapeau de paille dans leur recherche. Histoire se déplace vers le monde souterrain d'Elbaf, mettant en lumière une situation de plus en plus tendue après les événements du chapitre précédent. Loki, le prince d'Elbaf, est vu allongé, impuissant,
après avoir subi une pluie d'attaques de la part de Gunko, l'une des chevalières sacrées. Loki est enchaîné avec du granit marin, l'empêchant d'utiliser ses pouvoirs. Même les bêtes sauvages qui tentent de venir en aide à Loki tombent victimes de la férocité de Gunko. Shamrock, un chevalier sacré qui ressemble à Shanks, ordonne à Gunko de contacter immédiatement Marie-Joie. Leur plan initial était de recruter Loki en tant que chevalier sacré, tout en faisant d'Elbaf un allié du gouvernement mondial. Pendant, Loki a rejeté fermement cette proposition. Dans cette situation, ils doivent trouver un autre moyen d'assurer qu'Elbaf tombe entre les mains du gouvernement mondial. Gunko contacte les Gorosei, et à travers cette communication, elle explique que Loki a refusé de se joindre à eux. Shamrock demande des instructions aux Gorosei sur les prochaines étapes à suivre. L'une des Gorosei, Nushjuro, et Ponkinai a pas d'autre choix que d'utiliser la force pour contraindre Elbaf à s'allier avec le gouvernement mondial. Shamrock, entendant ces directives, demande s'il doit, avec Gunko, semer le chaos total à Elbaf. Warkuri, un autre membre des Gorosei, a averti Shamrock et Gunko de faire preuve de retenue. Il a souligné que, bien qu'il soit extrêmement puissant, la force combinée de tous les géants d'Elbaf ne devait pas être sous-estimée. De plus, si trop de géants venaient à mourir à cause de leurs actions, cela risquerait de nuire aux intérêts du gouvernement mondial. L'objectif principal du gouvernement mondial est d'exploiter la puissance des géants, et non de les anéantir complètement. Mars a approuvé l'avis de Warkuri. Il a insisté sur l'importance d'attendre les renforts que le gouvernement mondial enverrait. Mars a également rappelé que des actions excessives pourraient entraîner des pertes importantes et compromettre les chances de faire d'Elbaf un allié stratégique. Garling, de son côté, a donné des instructions claires à Shamrock et Gunko pour affronter les géants qui feraient obstacle à leur plan. Toutefois, il les a avertis de ne s'en prendre qu'à ceux qui représentent une véritable menace. Garling a souligné que leurs actions devaient rester concentrées sur l'objectif principal, faire d'Elbaf un allié obéissant. Les chevaliers saints se retrouvent désormais dans un dilemme majeur. D'un côté, leur puissance est suffisante pour vaincre une partie des géants d'Elbaf, mais ils doivent agir avec prudence pour éviter de causer trop de pertes humaines, ce qui pourrait compromettre les plans à long terme du gouvernement mondial. L'arrivée des renforts de Marie-Joie constitue un facteur clé pour assurer le succès de leur mission. L'histoire devient de plus en plus captivante lorsque Jupiter, l'une des Gorosei, commente la situation à Elbaf. Il rappelle à Shamrock et Gunko qu'ils ne doivent pas baisser leur garde, car la menace à Elbaf ne vient pas seulement des géants, mais également des pirates au chapeau de paille. En outre, si le chaos à Elbaf s'étend trop rapidement, il y a une possibilité que Shanks y retourne, étant donné ses bonnes relations avec les géants. Shamrock, en entendant cet avertissement, répond avec désinvolture qu'il serait ravi si Shanks revenait. Selon lui, ce serait une opportunité de régler les affaires de la famille Figarland. Garling, qui entend cela, réprimande immédiatement Shamrock, lui rappelant de rester concentré sur la mission principale. Il insiste sur le fait que mener à bien la mission à Elbaf est la priorité absolue et que toute interférence extérieure pourra être gérée ultérieurement. L'histoire revient au château d'Horus, où se trouvent Luffy, Zoro et Rod. En pénétrant plus profondément dans le château, Luffy remarque plusieurs gardes géants étendus sur le sol, inconscients. Il informe immédiatement les autres de la situation. Rod, inquiet, se précipite pour essayer de réveiller les gardes géants et leur demander ce qui sait se passer. Cependant, leurs blessures sont trop graves et aucun d'entre eux ne reprend connaissance. Zoro, en observant une porte endommagée de l'intérieur, conclut qu'un ennemi a attaqué le château il y a quelque temps. Luffy, de plus en plus préoccupé, se demande si l'ennemi a trouvé la clé des chaînes de Loki. Avec Zoro, il commence à chercher cette clé à l'intérieur du château. Après un certain temps, il la trouve enfin dans la salle du trône. Cette clé, de très grande taille, est soigneusement rangée dans un coffre géant. Il découvre alors qu'il existe 2 clés pour les chaînes de Loki, la clé principale, déjà emportée par 2 chevaliers sacrés, et une clé de secours qu'ils viennent de trouver. Rod décide de ne pas accompagner Luffy, Zoro et Nami. En plus de sa peur de Loki, il estime qu'il doit rester au château pour appeler des renforts et tenter de sauver les gardes géants qui pourraient encore être en vie. Rod a également déclaré qu'il ne dirait à personne que la clé des chaînes de Loki avait été prise par Luffy. Avec une grande clé sur son épaule, Luffy, Zoro et Nami se dirigèrent rapidement vers le monde souterrain d'Elbaf. En chemin, Nami a mentionné qu'après avoir réglé l'affaire Loki, il devrait retourner au château d'Horus. La raison était simple, elle n'avait pas encore trouvé de trésor dans ce château, une idée qui attisait évidemment beaucoup l'intérêt de Nami. Voilà une petite théorie sur ce qui pourrait se passer dans le chapitre 1138. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires ci-dessous.